Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui parle à beaucoup de monde, la reconversion professionnelle. Oui, un parcours qui intrigue, parfois qui fait un peu peur aussi. Absolument. Et pour nous éclairer, on s'appuie sur une source très concrète, un document de formation qui vient de l'Europère des CIP. Son titre, Comment réussir sa reconversion professionnelle. Une ressource intéressante, effectivement. L'idée, c'est de décortiquer ensemble les étapes clés de cette démarche et de bien comprendre le rôle essentiel du conseiller en insertion professionnelle, le fameux CIP. On part pour une analyse structurée mais surtout pratique. Tout à fait, la reconversion, ça peut sembler être une montagne, c'est vrai. Hmm, Mais ce que montre bien ce genre de guide, c'est qu'avec une approche méthodique et surtout un bon accompagnement, eh bien, c'est tout à fait accessible. d'accord, L'idée, c'est vraiment de transformer l'incertitude en un projet concret, motivant. parfait. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. La toute première étape que met en avant la source, c'est l'auto-évaluation. Oui, le point de départ incontournable. On dit souvent commence par toi-même, mais qu'est-ce que ce document nous dit de spécifique? Pourquoi c'est si fondamental, plus qu'une simple introspection? C'est une excellente question. Le document, il insiste vraiment sur le caractère fondateur de cette étape. C'est pas juste de rêvasser, quoi. Non, bien sûr. La source découpe ça très précisément. D'abord, faire un inventaire assez rigoureux des compétences. Mhm, Celles qu'on a acquises, bien sûr, mais aussi celles qu'on soupçonne moins, venues d'expériences passées, même si elles semblent éloignées du projet. d'accord. Et d'ailleurs, le document suggère des outils pour ça, ou l'aide du CIP, justement, pour ne rien oublier et surtout pour les objectiver. Objectiver, c'est-à-dire? Ne pas juste lister ce qu'on pense savoir faire. Exactement. Pouvoir les nommer précisément, les illustrer D'accord, avec des exemples concrets tirés de son parcours. d'accord. Et l'autre volet, qui est crucial aussi, c'est l'analyse des motivations. Pourquoi on veut changer, au fond? Aller plus loin que le «j'en ai marre». Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une quête de sens, un besoin d'aligner son travail avec ses valeurs, ou peut-être l'envie de meilleures conditions de travail? Hmm, Le document, il souligne bien que comprendre ce pourquoi profond, c'est la clé pour pas se planter, choisir une nouvelle voie pour de mauvaises raisons. Et pour tenir la distance, j'imagine. Absolument. C'est la boussole interne du projet. Sans cette clarté au départ, on risque de s'éparpiller ou d'être déçu plus tard. C'est un risque réel. D'accord. Donc, une introspection bien structurée, honnête, pour bâtir sur du solide. Bon, une fois qu'on a fait ce travail sur soi, j'imagine qu'il faut regarder dehors. Logiquement, oui. La source parle ensuite de la recherche d'informations. Comment elle suggère de s'y prendre pour que ce soit efficace, pour pas se noyer sous l'info sur Internet? C'est un point clé, effectivement. Le document insiste sur une recherche active. Et ciblé. Active, c'est-à-dire pas seulement lire des fiches métiers sur le web, mais vraiment aller à la rencontre du réel. La source se donne des pistes concrètes. Comme explorer les secteurs qui attirent, oui, mais via des salons, des journées portes ouvertes, des conférences, des endroits où on peut échanger. Créer du lien déjà. Voilà. Et l'autre aspect fondamental, c'est l'enquête sur les formations, les qualifications nécessaires pour le métier visé. Ah oui, là, ça peut devenir un vrai casse-tête, non? Entre les diplômes, les certifs, les VAE, les formations courtes, longues. Tout à fait. L'offre est énorme, parfois conflise, et c'est là, nous dit la source, que le CIP devient particulièrement utile. D'accord. Il ne va pas choisir à votre place, mais il va aider à trier, à comprendre ce qui est reconnu par les employeurs, ce qui est finançable, ce qui colle vraiment au projet. Il aide à naviguer, en somme. C'est ça. Le document insiste bien, cette phase de recherche, c'est le moment où on confronte ses envies à la réalité du marché, on vérifie si c'est faisable. Le pont entre le rêve et le possible, comme vous disiez. Exactement. Il faut du tangible, de l'info solide pour pouvoir ensuite prendre des décisions éclairées. Très clair. Donc, après s'être compris soi-même et avoir exploré le terrain, vient l'étape de la construction. La source l'appelle l'élaboration d'un projet professionnel. Oui, on passe à la concrétisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, d'après ce guide? Comment on passe de l'exploration à un vrai plan? Alors, le document est très pragmatique là-dessus. Élaborer le projet, c'est traduire toute la réflexion et la recherche en action. Ok, La source met l'accent sur deux choses qui vont ensemble. Premièrement, définir un plan d'action détaillé. pas juste une vague idée. Non, non. Une vraie feuille de route. Quelles étapes précises, avec des échéances réalistes, des objectifs intermédiaires, mesurables, pour avancer petit à petit. Ça rend le truc gérable, moins impressionnant. C'est l'idée. Et le deuxième élément, très opérationnel, Oui. c'est adapter ses outils de candidature, le CV et la lettre de motivation.
Ah, le fameux CV. Oui. Et la source souligne que c'est pas juste un coup de police, hein. Faut les repenser entièrement. Pourquoi? Pour qu'ils reflètent la nouvelle direction, qu'ils mettent en valeur les compétences transférables qu'on a identifiées avant et qu'ils expliquent la logique du parcours. Raconter une histoire, en fait. Exactement. Un CV de reconversion, c'est pas un CV classique. Il doit montrer un changement réfléchi, motivé. C'est la preuve concrète que le projet est mûr. D'accord, très clair. Plan d'action, outils adaptés. Et ensuite, La source aborde une étape qui semble de plus en plus cruciale aujourd'hui, le réseautage. ah oui, le réseau. Elle dit que c'est souvent sous-estimé. Pourquoi c'est si important, spécifiquement en reconversion, d'après ce document? Il y a une méthode recommandée. Oui, le document insiste beaucoup là-dessus. Et pas seulement pour trouver un job, d'ailleurs. Ah bon? Son importance en reconversion, elle est multiple. D'abord, ça donne accès au fameux marché caché de l'emploi. Les offres qui circulent sous le manteau. Voilà, le bouche à oreille, les opportunités en interne, avant même qu'elles soient publiées. Mais c'est pas tout. La source met en avant autre chose, les rencontres informatives. C'est-à-dire contacter des gens qui font le métier qu'on vise? Ça peut faire un peu peur. La source donne des astuces pour oser. Elle ne dit pas que c'est facile, c'est vrai, mais elle souligne la valeur énorme de ces échanges. L'idée, c'est pas de demander du travail direct. Plutôt de comprendre. Exactement. Comprendre la réalité du métier de l'intérieur. Les tâches au quotidien, les défis, ce qui plaît, la culture du secteur. Une sorte de validation terrain, en fait. C'est ça, une façon incroyable de valider son choix, d'affiner son projet, ou même de l'ajuster si on se rend compte que c'était pas tout à fait ça. C'est comme un crash test bienveillant. Et pour la gêne de contacter des inconnus? Le document suggère que l'accompagnement du CIP peut justement aider à préparer ça. Définir les bonnes questions, trouver la bonne posture, ça rend l'exercice moins impressionnant. Mhm. Et puis, c'est aussi une façon de commencer à se faire connaître, à tisser des liens dans son nouveau domaine. C'est jamais perdu. On voit bien l'enchaînement logique de tout ça. Et le fil rouge, ça semble vraiment être le conseiller en insertion professionnelle, le CIP. Il est présent à chaque étape, oui. La source met en lumière son accompagnement. Comment ce document décrit la relation entre la personne en reconversion et son CIP? C'est juste un guide ou c'est plus? Ah, c'est bien plus qu'un simple guide. La source le présente vraiment comme un partenaire stratégique tout au long du processus. Partenaire, c'est fort comme mot? Oui, parce qu'il n'est pas là pour donner des solutions toutes faites, mais pour co-construire le projet avec la personne. D'accord. Son rôle, c'est d'apporter une méthode, des outils, un cadre structurant, oui, mais aussi un soutien pour garder la motivation, pour renforcer la confiance en soi. Parce que ça peut être compliqué une reconversion. C'est sûr. C'est une collaboration active. Et le document le montre très bien avec des exemples concrets de dialogue. Justement, ces exemples, ils sont très parlants. Plutôt que de les résumer trop longuement, si on analysait directement ce qu'ils nous disent sur l'approche du CIP vue par la source. Bonne idée? Prenons le premier dialogue, celui sur le bilan de compétences. Une personne qui vient de la vente, attirée par le social. Qu'est-ce que cet échange nous apprend sur la méthode du CIP? Alors, ce premier exemple, il illustre parfaitement comment le CIP lance l'auto-évaluation structurée dont on parlait. On voit qu'il pratique l'écoute active, il pose des questions ouvertes pour faire émerger pas seulement les faits, 10 ans de vente, mais surtout les motivations profondes. La quête de sens, l'attrait pour le social, et aussi le niveau de démotivation actuel. Il creuse un peu. Et ce qui est intéressant que la source met en avant ici, c'est que le CIP ne fait pas qu'écouter. Il commence tout de suite à faire le lien, à identifier les compétences transférables. Ah oui, celle de la vente qui pourrait servir dans le social. Exactement. Communication, gestion de projet, il commence ce travail de traduction des acquis. Il pose les bases. Très intéressant. Passons au deuxième exemple, la recherche de formation. La personne a trouvé une formation, mais elle doute de sa reconnaissance. Comment le CIP intervient, selon la source? Là, on voit le CIP dans un rôle différent, plutôt facilitateur et capacitateur. Capacitateur. Oui, dans le sens où il ne dit pas «oui, c'est bien» ou «non, cherchez autre chose», il donne les outils à la personne pour qu'elle évalue elle-même. Comment? D'abord, il l'aide à clarifier ses propres critères. Qu'est-ce qui est important pour vous? La reconnaissance par les employeurs? Un stage intégré? Ok, personnaliser la recherche. Voilà. Ensuite, il fournit des ressources concrètes. Comment vérifier la certification? Qui contacter? Peut-être même une liste d'organismes. Il rend la personne autonome. C'est ça. Il renforce son autonomie dans sa recherche tout en la guidant pour que ce soit efficace, pertinent par rapport à son projet, ses priorités.
C'est vraiment un accompagnement à la prise de décision éclairée. C'est une nuance importante, oui. Guider sans imposer. Troisième exemple, la préparation à l'entretien d'embauche. Moment souvent stressant en reconversion. Oh oui. Que nous montre ce dialogue sur l'aide du CIP. Cet exemple est frappant. Il montre le CIP dans un rôle de coach très concret. La personne est nerveuse, elle appréhende de devoir justifier son changement. La fameuse question « Pourquoi vous avez changé ?» Exactement. Et le CIP utilise la simulation d'entretien. Pas pour piéger, mais pour construire une réponse. Comment? Il aide à formuler une réponse positive, convaincante. La source souligne comment il suggère de s'appuyer sur la passion, le sens retrouvé, oui, mais aussi de l'ancrer dans le concret, avec un exemple comme la collecte de fonds mentionnée. Rendre ça tangible. Voilà. Il aide à transformer ce qui pourrait être vu comme une faiblesse, une instabilité, en une force, la preuve d'une démarche réfléchie, d'une motivation solide, d'une capacité d'adaptation. Il travaille l'argumentaire, donc. L'argumentaire et aussi implicitement la posture, la confiance en soi. Et le fait de conseiller de préparer des questions pour l'employeur, ça montre aussi une approche proactive. Ah oui, renverser un peu la vapeur, transformer l'entretien en échange. C'est malin. Tout à fait. Et le dernier exemple, le suivi de l'avancement. La personne bute sur un obstacle de financement. Qu'est-ce que ça révèle, ça? Ce dernier dialogue, il met en lumière deux choses. La continuité et l'adaptabilité de l'accompagnement. C'est-à-dire? Le CIP n'est pas juste là au début. Il assure un suivi, il célèbre les avancées, la formation trouvée, le réseautage commencé. Mais surtout, il aide à affronter les obstacles concrets qui surgissent, comme le financement, ici. Il lâche pas l'affaire. Non. Et ce qui est notable dans la source, c'est qu'il ne se décourage pas, il adopte une posture de résolution de problèmes. Il propose d'explorer ensemble les options de financement, quels dispositifs existent, comment on monte le dossier. Il reste dans l'action. Exactement. Il maintient la dynamique du projet, même quand ça coince. C'est un soutien très concret et qui évolue avec les besoins. Ces exemples, c'est vrai, ils illustrent vraiment bien la palette d'interventions possibles. Si on prend un peu de recul maintenant, qu'est-ce qu'on retient comme fil conducteur de toutes ces étapes de cet accompagnement d'après la source? Le fil conducteur, je dirais, c'est que la reconversion professionnelle, telle que vue dans ce document, c'est un vrai processus. C'est un projet qui se gère. C'est pas juste une envie soudaine. Non. Il y a une logique claire. On part de l'intérieur, qui suis-je, pourquoi je change, puis on va vers l'extérieur, quelles options, comment elles marchaient, puis on construit quel plan, quels outils, et enfin on agit, formation, réseau, recherche d'emploi. Un cheminement. C'est ça. Et ce cheminement, il gagne énormément à être structuré. Et accompagné. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça signifie pour quelqu'un qui pense à se reconvertir? Le message clé à retenir de notre exploration basée sur cette source de l'ERLPD. Le message essentiel, pour moi, c'est que réussir sa reconversion, ce n'est pas une question de chance. C'est vraiment le fruit d'une démarche réfléchie, méthodique. Ça combine une introspection sincère pour savoir où on va, une investigation rigoureuse pour explorer le terrain, une planification stratégique pour tracer la route, une interaction active avec le nouvel environnement visé, Et l'accompagnement? et souvent, oui, un accompagnement ciblé pour naviguer tout ça, les phases, les obstacles. C'est un investissement sur soi, ça demande du travail, c'est sûr. Mais c'est tout à fait réalisable avec la bonne approche. C'est plus qu'un simple changement de job, en fait. Ah oui, potentiellement, c'est une transformation bien plus profonde. En somme, si je résume, aborder sa reconversion avec méthode, en suivant un parcours logique, comme celui qu'on a décrit, Oui. et surtout, ne pas hésiter à chercher un accompagnement pro, comme celui d'un CIP. Tout à fait. Ça rend ce grand projet beaucoup moins intimidant, plus structuré, et ça augmente considérablement les chances de succès. Et de sérénité pendant la transition. C'est exactement ça. Pour celles et ceux qui voudraient creuser, on rappelle la source qu'on a explorée aujourd'hui. Le document de formation « Comment réussir sa reconversion professionnelle par le repère des CIP ». Et pour conclure, peut-être une petite question pour élargir un peu la perspective. Une réflexion qui irait au-delà des étapes pratiques que la source détaille si bien. Je vous écoute. Si suivre ce processus structuré, ça permet de trouver un nouveau métier qui nous correspond mieux, on peut se demander quelles découvertes personnelles inattendues on pourrait faire en chemin. Sur ses propres capacités, parfois cachées, sur des valeurs qui prennent soudain plus d'importance, ou sur des aspirations qu'on n'osait même pas formuler avant. Est-ce que le chemin lui-même, finalement, ne serait pas aussi riche d'enseignements que la destination ? Une excellente réflexion pour clore notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.